Bien, merci beaucoup et j'en profite pour remercier la régie avant de débuter parce que sans eux, on ne pourrait pas faire notre travail et c'est toujours important de le rappeler. Donc, merci à eux d'être à nos côtés. Je suis ravie de vous retrouver ce soir ici à Monaco pour parler d'un sujet évidemment qui est au cœur des débats, la souveraineté numérique. Vous l'avez compris, à l'heure des tensions géopolitiques, et on ne va pas toutes les détailler, y revenir, je crois que le monde est assez instable pour que ce soit assez complexe en si peu de temps de refaire le point sur la situation. Mais c'est dans ce contexte que les enjeux de souveraineté numérique prennent aussi tout leur sens parce que la souveraineté, rappelons-le, c'est aussi la capacité et surtout la capacité à décider, rester maître de son destin, faire ses propres choix. Ce qui n'est pas le souverainisme, à ne pas confondre, et c'est important, je pense, de le rappeler. Cette question de souveraineté, de fait, impacte et s'entremêle avec les sujets de dépendance. Et c'est cela où, effectivement, en cela où il faut s'interroger. Cette question, aujourd'hui, d'avoir une dépendance forte, nous interroge sur les choix qui sont en capacité d'être faits, ce que cela pourrait remettre en cause, et notamment sur le numérique qui irrigue l'ensemble, aujourd'hui, de notre société. Et donc, on voit bien les impacts sur l'ensemble de la nation que cela peut représenter, d'où le sujet éminemment stratégique. Alors la question qui a été posée, c'est qui tient la manette? Alors j'ai envie de dire, je ne vais pas répondre à la question, mais en même temps, bien malin celui qui pourrait répondre aujourd'hui à celui qui pourrait tenir les manettes demain à la lumière de ce qui se passe aujourd'hui dans le monde et de l'évolution des tectoniques des plaques aujourd'hui. À tout le moins, c'est essayer de comprendre avec chacun des trois invités qui me font l'immense plaisir d'être à mes côtés ce soir, essayer de comprendre un peu mieux ce qui se passe, les impacts au niveau économique avec Nicolas, et puis Odile et Fabrice qui sont au cœur du sujet, évidemment, de voir comment vous pouvez agir, qu'est-ce que vous percevez, et de manière pragmatique, comment on fait de la souveraineté, finalement, au-delà des appels à vœux, des injonctions qu'on a bien comprises aujourd'hui et des enjeux, qu'est-ce qu'on fait concrètement? Odile Dutil, alors je le rappelle, même si Odile est ici chez elle, et donc, effectivement, je rappelle quand même ta fonction directrice cybersécurité du groupe Caisse des dépôts, présidente de cette édition des Assises 2025, également présidente du CLUSIF, tout récemment élu, donc on en profite pour t'adresser nos félicitations. Merci beaucoup. Fabrice Bruck qui est avec nous également, bien connu de l'univers de la cybersécurité, directeur cyber du groupement Les Mousquetaires, également président du CESA. Merci Fabrice. Bonjour à tous d'être et à toutes. Avec nous, c'est toujours un plaisir de t'avoir à nos côtés. Merci. Et Nicolas Bouzou qui s'est joint à nous cette année. Merci beaucoup Nicolas. Un grand plaisir de vous avoir également avec nous, fondateur du cabinet d'études économiques Asteres, président des rencontres de l'avenir. Et donc, on va prendre un peu de hauteur d'un point de vue économique avec vous. Je vous donnerai mon micro, Nicolas, si ça ne marche pas. On va faire un petit point peut-être avec chacun d'entre vous sur cette question de la dépendance dont je parlais. Elle est évidemment au cœur de l'actualité. Est-ce qu'on a concrètement une cartographie aujourd'hui des dépendances qui sont à l'œuvre et qui posent aujourd'hui question? Est-ce que cette cartographie existe? Est-ce qu'il faut la créer? Fabrice, Odile. Ah oui, c'est moi qui commence tout de suite. Alors, tu sais, le désigné volontaire, ça marche toujours. Non, je pense que c'est con. Bon. Donc en fait, cette cartographie de la dépendance, elle n'existe pas encore. En revanche, effectivement, il y a des initiatives, je pense qu'on aura l'occasion de développer, mais autour de l'indice de résilience numérique, qui va nous permettre, j'espère, dans un certain nombre de grandes entreprises, de pouvoir avoir cette cartographie. La seule chose, effectivement, en introduction que je voulais partager, c'est là où on adresse, nous, cette problématique de, entre guillemets, souveraineté ou de menace, c'est que, comme l'a dit tout à l'heure d'ailleurs Vincent Strubel, lui, il a son cauchemar, parmi ses cauchemars, c'est la submersion d'attaques informatiques. Nous, ce qu'on voit aussi à notre niveau aujourd'hui, c'est surtout la submersion d'événements cyber que l'on doit traiter et qui sont de toute nature. Donc on est vraiment dans un modèle de guerre hybride. Alors on en parle beaucoup en ce moment dans les médias, mais nous on est sur le côté très guerre non conventionnelle, puisqu'on doit traiter tout un tas d'événements compliqués dont on n'avait pas nécessairement l'habitude. Donc, je fais très simple pour démarrer, mais je mets déjà un petit peu les pieds dans le plat. Alors, c'est vrai que cette dépendance, en fait, si on regarde ce qui se passe un petit peu, on a 2 tiers des cyberattaques qui aujourd'hui arrivent par la supply chain.
Donc c'est vrai que maintenant, le SI d'une entreprise, on le voit comme un SI étendu, c'est-à-dire son propre système d'information, interconnecté évidemment au système d'information de ses fournisseurs, qui ont eux-mêmes des fournisseurs, et ainsi de suite. Et en fait, ça fait partie des événements qu'on voit effectivement qui arrivent. Et d'ailleurs, le régulateur s'y est pas trompé, puisque les réglementations NIS 2 ou DORA, qui est la lex spécialiste finalement sur le domaine bancaire et assurance, mettent cette gestion du risque de tiers, vraiment, donc le TPRM, le Third Party Risk Management, au cœur de la réglementation. Et c'est une gestion qui est un peu compliquée. Donc cette cartographie, effectivement, comme dit Fabrice, elle n'existe pas encore. Néanmoins, on voit que c'est vraiment cette partie supply chain, ces dépendances en fait, vraiment à l'écosystème numérique qui aujourd'hui nous pose question et qui est finalement au cœur de nos préoccupations. Donc, quand on part de ce postulat où effectivement cette cartographie n'existe pas, mais on ne peut pas attendre, il faut agir et il faut commencer à lancer les choses dès maintenant. Alors, de fait, comment est-ce que vous vous adressez, alors évidemment dans vos organisations, mais Odile, tu es au Clusif et tu es actrice dans un certain nombre d'organisations, de clubs, évidemment vous parlez avec vos pairs. Fabrice, tu es au cœur du Césin, donc forcément vous avez aussi le retour de tous vos pairs, de tout ce que vous voyez. Comment aujourd'hui on adresse ce sujet ? Quelles sont les premières étapes ? Est-ce qu'on met en place une autonomie viable, et du coup, parce qu'on ne peut pas être full autonome, l'idée c'est pas de se refermer sur nous-mêmes, donc comment est-ce que vous l'adressez ? C'est quoi les premiers points, les premières étapes clés ? Alors, bon, je vais... Merci. En fait, ce que nous on a fait, donc comme on est finalement assujetti à la réglementation DORA, on a défini ce qu'on appelle les fonctions critiques, c'est-à-dire les fonctions que l'entreprise doit absolument rendre. Bon, dans une banque c'est facile, les virements bancaires évidemment, mais la cybersécurité en fait également partie, donc c'est quand même ça une bonne nouvelle. C'est vraiment les fonctions indispensables qui font vivre une entreprise. Donc on peut commencer aussi par ça. Ça s'appuie sur du processus, des applicatifs, effectivement, qui sous-tendent toute cette chaîne. Et c'est là où on trouve les prestataires critiques. C'est là où on arrive à identifier finalement ces prestataires, quelle est notre dépendance, quels sont aussi les moyens de résilience. En cas de panne informatique, typiquement, parce que quand on adresse ce sujet d'autonomie stratégique, on parle à la fois d'IT et de cybersécurité. Les deux sujets, finalement, sont embarqués. Donc, on regarde cette partie, finalement, cartographie de nos fournisseurs critiques, et c'est là où, effectivement, on peut regarder aussi, si on a des données hébergées dans le cloud, quelles sont ces données, en fonction de aussi le secteur d'activité. On ne fait pas la même chose si on travaille dans le secteur bancaire, si on travaille pour la défense, ou si on est une entreprise de communication. On n'est pas exactement sur les mêmes assets. Donc, en prenant compte aussi si on est une entreprise française, européenne ou internationale, ou américaine, ou voilà. Et en fonction de tout ça, finalement, on se définit une grille de lecture. Et donc, le Clusif, c'est ce qu'on apporte, des grilles de lecture, pour décoder, finalement, est-ce que les clouds qu'on utilise, typiquement, il faut absolument que tout soit souverain et labellisé Secnum Cloud, ou pas. Ou finalement, certaines données, c'est pas la peine d'avoir un surcoût, c'est pas la peine de les mettre dans des clouds qui seraient forcément hébergés en France. Donc, il faut faire la part des choses, en fait, pour définir finalement ce que tu appelles une autonomie minimum. Alors, effectivement, dans mon univers d'activité, nous, on a effectivement l'avantage, pour l'instant, d'être beaucoup moins régulé. Il n'empêche qu'on a malgré tout les mêmes problématiques, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on s'aperçoit il y a un changement majeur qui s'opère dans les entreprises, c'est que bien souvent aujourd'hui, le numérique n'est plus considéré comme une fonction transverse ou support, comme on a pu voir beaucoup, mais de plus en plus comme une fonction opérationnelle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, alors si je prends à titre d'exemple le groupement Mousquetaire, vous arrêtez l'informatique, vous avez tous les rideaux de fer d'Intermarché, Bricorama, Bricomarché, dans l'heure qui suivent, qui se baissent en fait. Donc on arrête toute l'activité magasin. Donc on voit bien qu'il y a un gros travail à faire sur tout ce qui est les plans de continuité d'activité et les plans de reprise d'activité. Ça, c'est un premier point. Le deuxième, c'est qu'effectivement, on va être maintenant régulé. Et effectivement, il y a énormément de groupes de travail
Alors, je sais qu'il me semble qu'il y en a au sein du CLISIF, mais il y en a aussi au sein du CESA, de réfléchir sur ces nouvelles réglementations NIS 2, DORA, qu'est-ce que ça veut dire, parce que ça va quand même bouleverser les écosystèmes. On a la problématique également de, effectivement, nos fournisseurs de rang 1, de rang 2. Alors, quand vous êtes une grande entreprise, vous pouvez avoir la taille d'équipe qui vous permet effectivement d'aller un petit peu creuser un peu plus loin que la simple intégration, enfin, questionnaire que l'on envoie pour valider le projet ou pas. Il va falloir pousser un petit peu plus loin les choses, puisqu'on devient presque aussi pas responsable de leur cybersécurité, mais on va devoir plus contrôler ce qu'ils font. Et du coup, quand vous avez une taille d'équipe modeste, ça va être un petit peu compliqué. C'est un gros enjeu. Donc on a cette problématique-là. On a effectivement aussi, de plus en plus, on prend conscience des risques géopolitiques et juridiques. Je pense aux risques juridiques au sens de, par exemple, même les entreprises qui autrefois n'étaient pas régulées commencent à s'interroger sur le Cloud Act, quel est l'impact vraiment pour eux, sur le Small Business Act, quel est vraiment l'impact pour eux, sur le FISA, quel est vraiment le rôle pour eux. Alors, ça fait très... je me retourne vers l'Ouest, mais on a la même chose du côté de l'Asie, hein, faut pas non plus se leurrer. Et je pense que dans certains contextes, leurs réglementations sont beaucoup plus dures que les nôtres. Donc on a quand même un axe juridique qui intéresse nos dirigeants d'entreprise. Et le troisième axe, c'est effectivement la partie financière, parce que finalement, on voit aussi que de plus en plus, dans un contexte un petit peu tendu ou géopolitiquement instable, complètement remis en cause, nos fameux éditeurs de solutions cloud commencent à nous proposer des tarifs qui sont juste inacceptables, avec des hausses de prix de licence qu'on renégocie à chaque fois, mais qui prennent 30, 40 points, 50 points dans certains cas. Je ne reparle pas de l'affaire VMware, par exemple, à 87 points. Enfin bon. Donc on voit bien que finalement, là, il y a une opportunité pour l'ensemble des entreprises européennes de se dire, finalement, cette dépendance, elle devient un petit peu importante. Donc, effectivement, je reviens sur l'idée de l'indice de résilience, parce qu'il va être très intéressant de pouvoir effectivement avoir cette cartographie de finalement, selon mes différents axes, il y a au moins un axe autour de la cyber et un axe autour de la dépendance, ou la nationalité de la solution, si je fais simple. Ça va être quand même intéressant de s'apercevoir ça, hein, et indépendamment de l'étude que vous avez conduite. Peut-être qu'on aura... je suis à peu près certain que cette étude va nous permettre de corréler les informations que vous avez pu obtenir. Et donc, du coup, ça va quand même, je pense, offrir un certain nombre d'opportunités pour développer une offre complémentaire européenne pour les entreprises qui n'ont pas d'autre choix que de devoir traiter des données sensibles au sens militaire ou défense du terme et qui, effectivement, vont devoir privilégier des solutions alternatives. Merci beaucoup. Alors effectivement, Nicolas, on souhaiterait avoir, alors non pas votre expertise cyber, puisque c'est pas forcément pour cela que vous êtes avec nous, mais plus pour vous partager justement cette expertise au niveau économique et dans les travaux que vous réalisez, les études, les rencontres aussi que vous avez avec avec un certain nombre d'acteurs autour de vous. Comment vous la percevez aujourd'hui à l'échelle de l'Europe, cette souveraineté numérique, les enjeux que vous percevez ? Alors, déjà, je pense que la question est absolument fondamentale, qu'elle est sous le radar, que si on était sérieux, vous avez remarqué que ces jours-ci, on ne l'est pas trop, mais que si on était sérieux, ça ferait partie des sujets dont on parle jour et nuit, parce que c'est l'un des principaux sujets économiques, cette histoire de souveraineté, mais c'est une histoire de souveraineté presque existentielle. Vous avez eu la gentillesse de faire allusion à l'étude que mon cabinet Asterès a réalisée pour le SIGREF, qui portait sur la part, au fond, des logiciels et des services cloud qui sont étrangers et utilisés par les entreprises européennes. Donc c'est uniquement du B2B. 80% de la valeur, ça vient des États-Unis. 80%, d'accord ? Donc c'est absolument massif, c'est gigantesque et c'est concentré sur un seul pays. Économiquement, à la limite, pourquoi pas si on était dans un monde normal, hein, moi je suis un libéral, hein, la théorie des avantages comparatifs, si les Américains sont meilleurs dans le cloud que les Européens, achetez du cloud américain, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Mais simplement, on n'est pas dans ce monde-là. On est dans un monde, c'est très intéressant de vous écouter parce que vous vivez la problématique de la souveraineté au niveau de l'entreprise, au niveau microéconomique, et c'est vous qui avez à la traiter, en fait. C'est vous qui faites le job. Mais
cette problématique que vous évoquez au niveau microéconomique, au niveau de votre entreprise, elle est majeure au niveau macro et elle est majeure pour nous en tant que citoyens. Parce qu'on est dans un monde aujourd'hui qui n'est plus un monde, malheureusement, de coopération internationale, mais qui est un monde de logique impériale. Un monde de logique impériale, ça veut dire que plus personne, plus aucun pays ne respecte les accords. Il n'y a plus véritablement de coopération, en tout cas avec les très grands ensembles. Et donc, on est beaucoup plus menacé, alors évidemment dans le domaine du cyber, mais dans le domaine du militaire, dans le domaine de tout ce que vous voulez, on est beaucoup plus menacé qu'auparavant. Il y a 15 ans, on avait un allié fantastique, les États-Unis. On avait la Chine, dont on était en train de se faire un allié. Et la Russie, c'était compliqué, mais ça allait à peu près. Aujourd'hui, la Russie, on est entre nous. La vérité, c'est qu'on est en guerre, enfin que c'est qu'eux nous font la guerre, donc il faut bien qu'on réponde. Ils envoient des drones partout sur notre territoire, on est quand même chez nous, donc voilà, faut quand même bien qu'on fasse quelque chose. Donc eux considèrent qu'ils sont en guerre, évidemment. Raison pour laquelle je parle sous votre contrôle, mais moi je ne vois pas un directeur d'hôpital, un président de conseil général qui me dit qu'il n'a pas eu une cyberattaque des Russes ces derniers mois. Oui, mais pas un, quand je dis pas un, c'est vrai. Donc on a un pays qui est notre ennemi, la Chine, qui est un concurrent, un compétiteur, avec lequel on peut faire des choses. On n'est évidemment pas en guerre avec la Chine, mais enfin, qui peut aussi nous faire des coups bas. Et les États-Unis, alors là, on n'en sait rien. Mais ce qu'on sait, c'est que dépendre sur ces sujets-là, dans le domaine du numérique au sens large, à 80% des États-Unis aujourd'hui, c'est très déraisonnable. C'est un immense problème. Et donc, notre sujet, pour nous, Européens, c'est plus simplement la façon dont on a pensé le problème du numérique ces 10 ou 15 dernières années. C'est-à-dire comment on fait en sorte que les taux d'adoption augmentent, que les câbles fonctionnent bien, que tout le monde ait accès, que tout le monde ait un bon accès. C'est très important, mais c'est plus ça. Ça devient ça. Et comment on produit nous-mêmes. Comment on produit du numérique, comment on produit de l'IA, etc. Alors, il y a des solutions, je vous les donnerai tout à l'heure si jamais, par extraordinaire, ça peut vous intéresser. Mais il y a des choses à faire. Mais en tout cas, le sujet est majeur. Et je le dis sans rire, c'est pas parce que je suis devant vous, mais c'est peut-être le sujet le plus important que nous ayons à traiter, nous, Européens. Et si on avait 2 ou 3 choses à faire, ce serait quoi en termes de priorité d'avoir dans le radar réellement ? Bien sûr. Alors, en fait, ça a été assez bien documenté par 2 rapports dont vous avez entendu parler, qui ont été publiés il y a un an et demi, rapport de Mario Draghi et rapport d'Enrico Letta, donc 2 anciens présidents du Conseil italien. Et le rapport Letta nous concerne peut-être un peu moins aujourd'hui, parce qu'il concerne encore que l'idée du rapport Letta, qui est une idée très puissante, c'est de dire, au fond, dans le domaine du numérique, de l'IA, de tout ce que vous voulez, de tout ce qui vous intéresse, vous, il n'y a pas de marché européen, malheureusement. Il y a un marché unique européen pour tout un tas de choses, mais pas pour ça. Il y a encore 27 marchés. Et si on veut avoir des entreprises dans le numérique qui se développent en Europe, qui sont créées en Europe et qui se développent en Europe, la première chose à faire, la plus simple, c'est de faire en sorte qu'il y ait un marché et pas 27. Parce qu'en Chine, il y a un marché. Aux États-Unis, même s'il y a 50 États, en fait, il y a un marché. Vous voyez ? En Europe, il n'y a pas ça. Donc ça, c'est le rapport Letta qui est fondamental, et Enrico Letta a évidemment 1000 fois raison. Le rapport Draghi, lui, les deux sont très complémentaires, porte davantage sur les investissements. Parce que vous savez bien qu'aux États-Unis, par exemple, dans le secteur du numérique ou du cyber, la coopération entre le public et le privé est quand même assez bien organisée. Par exemple, l'outil politique, ça va être des commandes. C'est-à-dire qu'un grand ministère aux États-Unis va vous dire, au lieu de te filer de l'argent ou de te protéger par des réglementations, je te file des contrats pour 15 ans, bien payés, c'est pas le moins 10 ans, comme ça, tu fais ton truc, tu développes ta boîte grâce à moi, non pas grâce à des subventions, mais grâce à du chiffre d'affaires, quand même. Voilà, l'essentiel. Et grâce à ça, voilà, tu vas développer ta boîte, elle va grandir et tu vas pouvoir travailler pour tout un tas d'entreprises. Donc la logique de Draghi, c'est ça, c'est de dire, au fond, il faut l'argent public, il faut qu'on le mette au bon endroit pour développer ces secteurs, et il faut qu'on ait une notion d'investissement en tête dans l'Union européenne et même de puissance, ce qui est très nouveau.
Parce que le sujet de souveraineté, c'est très intéressant. Quand vous avez introduit la table ronde, vous avez dit attention, souveraineté, c'est pas souverainisme. Je suis 1000 fois d'accord avec vous. Mais pourquoi est-ce qu'on dit ça? Enfin, vous, je sais pas, mais moi, parce que le souverainisme correspond politiquement à des idées qui ne sont pas les miennes. Mais je suis un libéral classique. Mais par contre, je suis pour la souveraineté. Parce qu'être un libéral, c'est vouloir l'indépendance, et en particulier l'indépendance de la France et de l'Europe. Et donc, c'est être favorable, non pas au souverainisme, au nationalisme étriqué, etc., qu'on est un certain nombre à pas aimer, mais en revanche, à cette question de souveraineté, qui d'ailleurs, et je termine là parce qu'il se trouve que je connais plutôt bien cette petite principauté, qui est un sujet qui est très bien géré ici à Monaco, hein, ce qui est normal, parce que quand votre priorité économique, c'est de faire venir des milliardaires, et des très gros milliardaires, pas des petits, des très très gros, et que vous êtes en concurrence avec Dubaï, Singapour, etc., vous ne pouvez pas avoir des cyberattaques sur l'hôpital tous les 3 jours, et vous êtes obligé d'avoir vraiment des trucs très solides, et les banques, vous avez raison de me souffler, les banques encore moins. Bon, comme vous y allez, les banques moins que les hôpitaux, quand même, non. L'argent après. Non, je plaisante. Non, mais bon, vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est tout à fait possible, mais c'est une question vraiment d'indépendance et de puissance, et donc il faut qu'on apprenne à penser comme ça. Merci beaucoup Nicolas. Est-ce que Odile, sur le sujet en complément de l'indice de résilience numérique, tu voulais peut-être ajouter un point en complément de ce qu'évoquait Fabrice tout à l'heure? Alors, peut-être juste rappeler qu'en fait, l'indice de résilience numérique, finalement, il est composé de 4 axes. Hein. Le niveau d'autonomie, voilà, stratégique, la nationalité des entreprises avec lesquelles on travaille, les ressources humaines aussi, la formation des personnels, mais aussi chez les partenaires ou prestataires qui exploitent les données, comment tout ça c'est géré au final. Tout ce qui est conformité, réglementaire. Donc c'est vrai que quand on a des réglementations comme NIS2 ou DORA, dont le but est d'éviter le risque systémique finalement, c'est intéressant d'avoir un bon niveau de conformité. Et la dernière composante, c'est la cybersécurité. Donc là, on est plutôt en train de collecter des données. Avec le directeur général était aussi le patron d'un think tank qui s'appelle Digital New Deal. Donc, il a lancé les réflexions aussi pour permettre un calcul de cet indice de résilience numérique, parce que c'est vrai que c'est pas, c'est un beau concept, mais c'est pas si facile que ça à faire, en fait. Si vous aviez chacun une priorité, une action à mettre en place concrètement en faveur de cette souveraineté numérique, ce serait quoi? S'il y avait un wake-up call et une action. Alors, indépendamment de la souveraineté numérique, moi, mon premier objectif du matin, c'est d'apporter ma contribution à faire en sorte que les magasins ouvrent. Ça ne répond pas tellement à ta question, je sais bien. Je vais la reposer jusqu'à ce que tu me répondes. Mais t'inquiète. Deuxièmement, donc ça c'est à titre personnel et en tant que mousquetaire. Également, si moi j'avais toujours à titre mousquetaire, ce qui m'intéresserait, c'est effectivement aussi d'appliquer ce calcul d'IRN, finalement, à une entreprise du secteur du retail. Je ne suis pas sûr aujourd'hui, la question est ouverte, mais est-ce que ce secteur d'activité est pris en compte dans ce calcul? Je pense que ce serait intéressant quand même aussi. Ça, c'est quelque chose que j'aimerais bien faire demain en tant que directeur cyber des Mousquetaires. En tant que Césin, je trouve que ce serait aussi intéressant de pouvoir définir quels sont les critères cybersécurité que l'on met en œuvre au sein de cet indice de résilience numérique, puisque aujourd'hui effectivement on a Cratax. Je sais qu'il y a un POC il y a un test qui est en cours, il y a quelques pilotes assis pas très loin de moi. En revanche, il y a peut-être des critères cyber, un besoin de qualifier davantage de critères cyber dans cet indice pour qu'on puisse le généraliser. Sur la partie indépendance, notamment technologique. Je me trompais. Est-ce que tu as, alors soit ta structure ou à travers les pairs avec lesquels tu échanges et que tu représentes au sein du Césin, est-ce que aujourd'hui, comment est-ce qu'on l'adresse cette problématique de dépendance technologique? Quelles sont celles que tu acceptes parce que finalement ça n'est pas si problématique que ça par rapport à un certain nombre de tes critères? Est-ce qu'aujourd'hui est entamée dans les structures aussi une réflexion sur une migration pour avoir le plan B, le plan C, pour pouvoir adresser ces enjeux? Est-ce qu'aujourd'hui il y a une offre qui correspond à ce dont vous pourriez avoir besoin? Est-ce qu'il y a une co-construction
avec les opérateurs? Il y a plusieurs réponses en fait à ta question. En fait, dans l'écosystème du CESIN, on a des entreprises qui sont des grandes entreprises présentes partout internationales, enfin d'un point de vue international, pardon. Et la question de la souveraineté, au sens où tu la soulèves, défense, se pose pas de la même manière. Parce que leurs activités doivent continuer de fonctionner sur l'ensemble du continent. La souveraineté, elle est au niveau national. Donc, si tu es en France, ça concerne oui, mais la en France, fait, mais si tu es en Chine, la souveraineté va être... Donc, j'entends, mais c'est pas parce que tu es une grande société française que tu vas développer, en fait, tu vois, le côté souverainiste, enfin, souveraineté nationale. Tu es obligé de tenir compte, effectivement, des activités. Voilà. Donc ça, il y a une première catégorie. Il y a une deuxième catégorie qui, en fait, d'entreprises qui, aujourd'hui, sont surtout sur des recherches de fonctionnalité, de time to market, dans un contexte budgétaire contraint. Et donc, la question également ne se pose pas dans ces sens-là. En revanche, effectivement, dans d'autres entreprises, ce qu'on voit, c'est que les offres que l'on a sur le marché sont satisfaisantes. Enfin, il ne faut pas non plus jeter le bébé avec l'eau du bain. Effectivement, il y a une forte dépendance à des technologies américaines, israéliennes, mais elles fonctionnent bien et heureusement qu'on les a. Enfin, à un moment donné, il faut quand même dire les choses. En revanche, on a effectivement des membres du CESIN dans l'écosystème qu'on a, qui ont des problématiques de données sensibles au sens de la défense. Et là, effectivement, il faut qu'on puisse avoir des offres. Alors, je crois qu'Alain va présenter un petit radar pendant les assises sur finalement les solutions françaises qui existent et qui répondent à finalement nos différentes problématiques cyber. Hein, voilà. Donc, il y a quand même déjà des choses qui existent et ça, c'est une très bonne nouvelle. Et comme j'ai oublié le reste de ce que j'avais en tête, je vais passer la main à Odile. Ça reviendra tout à l'heure. Du coup, Odile, un peu la même question. Comment est-ce qu'on l'adresse, cette dimension? Quand je parle effectivement d'adresser cet enjeu de souveraineté, ça intègre aussi ces entreprises qui ont des filiales à l'international. Et pour elles, c'est un sujet qui est d'autant plus complexe, parce que ce que l'on évoquait là à l'instant... Voire même, c'est pas un sujet, c'est ça que je veux dire. Dans certaines grandes entreprises, la souveraineté aujourd'hui n'est pas un sujet. Disons que ça peut être un sujet au sens où elle va s'appliquer de manière différente pour la même entreprise selon les États où elle est présente. En fait, ce qu'on a pu assister, excuse-moi, hein, mais ce qu'on a pu assister, c'est qu'effectivement, on a des grandes entreprises qui ont pratiqué une sorte d'approche de régionalisation de leur système d'information, c'est-à-dire que leurs processus sont les mêmes. En revanche, les technologies qui mettent en œuvre ces processus ne sont pas les mêmes selon que vous êtes en Occident, pour la faire simple, versus le reste du monde. Voilà. Mais c'est pas malheureusement, on peut regretter qu'il n'y ait pas assez de technologies européennes pour avoir une alternative dans l'Occident aux solutions américaines. Et donc, il y a une opportunité de développement. Alors, pour compléter ce que tu dis, effectivement, pour les entreprises, les grandes entreprises internationales qui ont régionalisé, elles l'ont fait aussi parce qu'elles doivent faire face à une multiplicité de réglementations qui sont plutôt locales. Et c'est un peu ce que vous évoquiez aussi. Nous, on a un marché à 27. Donc, c'est un petit peu compliqué. Et si on parle des réglementations type NIS 2, en fait, c'est une directive qui s'applique différemment dans chaque pays. C'est une transposition de la loi qui est demandée, donc au contraire du RGPD qui s'applique de fait à tout le monde, là la loi doit être transposée. Et donc la problématique, elle devient quand même un petit peu différente. Alors après, tu évoquais finalement les solutions et un petit peu ce que si on avait une baguette magique, ce qu'on pourrait faire. Alors évidemment, il y a des choses qui se passent au niveau des entreprises, mais c'est pas juste les RSSI que nous sommes qui peuvent prendre leur baguette magique et leur contrat et dire finalement on va changer de solution. Alors en cybersécurité, c'est plus simple que lorsqu'on parle de l'IT. C'est plus facile de dire on va changer son EDR que de dire on va se débarrasser, entre guillemets, vous me passerez le terme, de Office 365, forcément. Donc, c'est pas les mêmes impacts, c'est pas les mêmes montants financiers non plus, il faut pas se le cacher. Donc, les impacts, ils sont là aussi. Donc, il y a forcément un partenariat public-privé sur ce genre de questions. C'est-à-dire qu'il y a une question de financement des entreprises. Dans le groupe des Caisses des dépôts, on a BPI France typiquement qui finance
une partie de la French Tech qui investit dans la French Tech, mais c'est pas, c'est le rôle aussi à la fois du public, le privé pour investir. Vous l'avez bien dit, en fait, les entreprises, elles ont besoin de contrats et pas de subventions. L'idée étant qu'elles puissent faire après travailler leur R&D pour vraiment répondre aux besoins des clients de nous finalement et de notre écosystème. Et ça, c'est un travail qui est un peu long. Un de mes chevaux de bataille, c'est aussi le fameux code des marchés publics, parce que je trouve que c'est très difficile. Ce matin au Before, c'était pas tout à fait l'avis de certains qui le pratiquaient. Moi, je trouve quand même que c'est très difficile d'aller forcément vers le moins-disant financièrement, sans avoir pour essayer aussi de préserver la capacité de développement au juste prix, vous l'avez dit, hein, Nicolas, des sociétés. Et ça, c'est aussi finalement un sujet qu'on a commencé à aborder. Mais bon, voilà, les changements politiques en France ont fait que les choses n'avancent peut-être pas aussi vite que ce qu'on voudrait. On va prendre quelques questions de nos invités. Avant ça, j'aimerais avoir votre indice de confiance à vous sur cette capacité à reprendre la main sur ces enjeux de souveraineté de 1 à 10 sur les prochaines années. Vous en pensez quoi? Vous êtes confiant ou pas? 9, ouais. Oui, très... Bravo. Ils sont nombreux, ceux qui disent que je me trompe souvent. Alors, vous savez, ne m'accordez pas une confiance totale. Merci. Non, pourquoi je vous dis ça? Parce que tous les enjeux dont on a parlé au niveau européen et au niveau de la Commission, notamment entre la Commission von der Leyen 1 et von der Leyen 2, donc la Commission actuelle, moi j'ai vu le changement culturel et intellectuel. Vraiment, je l'ai vu. Alors après, on peut se dire, est-ce que ça va se traduire dans des actes? Est-ce qu'on va laisser cet écosystème se développer? Est-ce que le code... Alors ça, c'est plutôt français, mais vous avez raison sur le code des marchés publics. Je suis évidemment entièrement d'accord avec ça. Il y avait une loi de simplification aussi qui est un peu bloquée au Parlement, mais enfin bon, voilà, qui finira quand même par être reprise un jour, etc. Donc, tous ces enjeux, en fait, français, rapport à l'État, rapport Draghi, en fait, c'est ce qui est la feuille de route, on l'a en réalité, donc il faut le faire. Maintenant, il faut l'organiser et il faut le faire. La simplification, dont s'occupe d'ailleurs au niveau européen le vice-président qui est français, qui s'appelle Stéphane Séjourné, qui est quelqu'un de très bien. Donc, en fait, je trouve que culturellement, le déclic sur les questions de souveraineté, qui était un terme interdit sous la commission von der Leyen 1, parce que c'était l'idéologie européenne en réalité. Là, vraiment, les choses ont complètement changé. Donc, non seulement c'est plus un terme interdit, mais c'est une priorité de la commission. Les États aussi, il ne faut pas oublier que c'est les États qui font ça, poussent, d'autant plus que de plus en plus, au passage, sont souverainistes. La Hongrie, la Pologne, etc. Donc la République tchèque maintenant. Donc vous voyez qu'il y a en plus cette pression. Donc de ce point de vue-là, non, pour répondre à votre question, très sincèrement, je suis très, très confiant. Ouais. Alors, ça va être peut-être un peu plus compliqué. Je ne sais pas si je peux donner une note. Entre 5 et 10, allez, on va dire 7. Je pense que là, on est à la croisée des chemins. C'est vrai qu'il y a eu un avant et un après élection de Donald Trump. Les Européens se sont réveillés, quelque part, et je pense que c'est ce que vous disiez. Ça rejoint la même phrase, même si effectivement, c'est pas nouveau. La politique américaine a toujours été celle-là, finalement. Mais on a eu un électrochoc. Donc là, on est un peu à la croisée des chemins. Les mentalités évoluent. Je pense qu'il ne faut pas non plus, comme disait Fabrice, jeter le bébé avec l'eau du bain et dire toutes les solutions américaines, israéliennes, enfin toute l'innovation, on ne regarde pas. On a de très très belles solutions européennes, effectivement, et quand on regarde le radar Wavestone pour BPI France, on voit qu'on couvre tout le référentiel du NIST. Donc on a des choses très intéressantes. En fait, on a une opportunité et quelque part, c'est maintenant. Mais ça dépend aussi d'une volonté politique. Ça dépend quand même d'une volonté politique. Eh ben moi, je vais dire comme Nicolas, en fait. Je trouve que moi, j'ai été marqué, j'y ai pas assisté, mais j'avais relu l'intervention du PDG de Nvidia cet été, qui disait, en France, vous avez les compétences, vous avez les idées, et donc vous avez tout ce qu'il faut pour créer, inventer ou mettre en œuvre des nouvelles solutions numériques. Alors, il était numérique au sens large, mais on pourrait parler de la cyber de la même manière. Donc, en fait, on a tout ce qu'il faut en France. La seule chose qui nous manque, c'est peut-être oser
C'est-à-dire, effectivement, il faut passer par, non pas des subventions, qui est de l'argent un peu perdu, mais de la commande publique et de la commande privée. Peut-être côté RSSI aussi, parfois, prendre le risque d'une nouvelle solution. Donc ça, c'est quelque chose qu'il va falloir effectivement aussi s'interroger. Et donc, on a tout ce qu'il faut pour développer une nouvelle offre. Donc, je me dis, comme voilà, APUCA ou Only the Sky is our limit, hein, comme on dit. Donc on a vraiment tout l'écosystème en France, on a vraiment les bonnes ressources, il manque un peu les moyens, mais si on met finalement, effectivement, on n'est pas capable d'incuber une entreprise de la même manière que ce qu'on fait aux États-Unis. Mais c'est pas grave en fait, c'est pas parce qu'on a moins d'argent. Regardez la Chine, elle avait moins d'argent pour développer une intelligence artificielle et pourtant elle en a mis une sur le marché et puis ça fonctionne et ils vont la faire évoluer. Et comme ils ont une vision 50 ans et pas 2 ans, on en reparle dans 10 ans, vous verrez qu'ils seront peut-être leaders sur ce marché-là, en fait. Donc nous, c'est pareil. Il faut qu'on ait cette approche qui est de dire, j'ai une première étape qui est franchie, je la mets sur le marché, comme ce qu'ont très bien fait les Israéliens et les Américains au départ, hein, parce que aujourd'hui, ça fonctionne, mais on a quand même oublié que certaines solutions ont été très compliquées à mettre en œuvre, hein, que ça plantait quand même des systèmes de prod. Hein. Donc il faut qu'on y essaye parce qu'on a vraiment tout ce qu'il faut. On a vraiment, encore une fois, j'insiste, mais il y a plein de gens qui ont plein d'idées. On a les compétences pour développer, on a les ressources technologiques ici pour le faire. Donc il y a, voilà, osons, comme dirait Yannick Noah. Je peux ajouter quelque chose à ce qu'ont dit Odile et Fabrice. Odile dit Trump, il y a eu un réveil depuis Trump. Oui, mais honnêtement, Trump-Poutine, d'une certaine façon, c'est la meilleure chose qui pouvait nous arriver parce qu'on était dans l'enfance et ça nous pousse à être adultes. Qu'est-ce que c'est la différence entre l'enfance et l'âge adulte? C'est l'autonomie, hein, c'est la souveraineté. Donc ça nous pousse à ça. Alors, la seule chose où je nuancerais peut-être ce que dit Odile, c'est que oui, la politique américaine, c'est vrai qu'elle est toujours allée dans ce sens-là, mais là, quand même, c'est plus viril. Une accélération. Voilà, c'est un peu plus brutal quand même. Et entre Trump et Biden, même si en effet, depuis Obama, bien sûr que les Américains ont toujours joué leur propre partition, etc. Mais enfin là, si vous voulez, ils rompent tous les accords de façon unilatérale, ils respectent rien, le droit, les traités, etc. Donc c'est quand même... mais tant mieux d'une certaine façon parce que je partage. Fabrice dit, on a les technologies, c'est vrai. On a les ressources humaines, c'est vrai. J'ajouterais quelque chose que personne n'osera dire parce que ça peut sembler comme étant un peu dévalorisant pour nous, mais pourtant, c'est vrai maintenant. On a les ressources humaines qui sont bonnes, mais qui ne sont pas chères en plus. Parce que aujourd'hui, vous avez certains ingénieurs aux États-Unis, ceux qui sortent des meilleures écoles, les boîtes, elles les recrutent avec la partie variable à plus de 1 million d'euros, ou de dollars, peu importe. Bon. Chez nous, la bonne nouvelle, c'est que ça n'existe pas. Alors, ça n'existe pas pour de mauvaises raisons, parce qu'on ne s'est pas assez développé. Mais la vérité, c'est qu'on peut trouver des ingénieurs excellents, comme tu l'as dit, excellents, à des prix qui nous permettent quand même d'être compétitifs. Donc, on a quand même beaucoup d'atouts. Et là aussi, où je suis d'accord, c'est que je pense que peut-être tout simplement la principale chose qui nous manque, pour parler en très bon français, c'est le mindset, en effet. C'est cette idée qui consiste un peu à retrouver confiance en nous, à pas regarder, alors pas vous, heureusement, vous n'êtes pas comme ça, mais à pas regarder trop à court terme les problèmes politiques, etc., l'instabilité, puisqu'on s'en fout, c'est pas grave, et à se projeter, à avoir le coup d'avance, à regarder les grandes évolutions technologiques, géopolitiques, les grandes opportunités, et à faire les choses en fonction de ça. Merci beaucoup à tous les trois. Y a-t-il des questions? Oui. Alors, pardonnez-moi, je vais vous demander, je crois, de vous avancer un peu vers la scène parce que j'ai encore un fil. Je savais qu'Alain en avait une, alors c'est pour ça que j'ai levé la main avant. Bonjour, Florence Pibaro, je suis la directrice du Clusif. Merci d'abord, c'est très intéressant. Et puis c'est bien d'avoir cet aspect optimiste parce que c'est vrai que tout à l'heure on a eu une conférence d'ouverture avec une intervention de Vincent Strubel qui nous a, qui était un petit peu différente dans le ton. J'ai quand même une question pour vous, Nicolas, parce que c'est sur la capacité de l'Europe, justement. Vous avez rappelé, on a un marché qui est magnifique, 27 pays, 500 millions de consommateurs. On devrait pouvoir penser européen, bien sûr, et on a des ressources en France, on a des ressources dans d'autres pays européens.
Il n'y a pas que la France, heureusement. Mais déjà, on a des pays qui n'ont pas la même réglementation, législation fiscale. Alors, bon, on ne va pas les citer, hein, mais tout le monde les connaît. Donc déjà, il y a des règles qui ne sont pas les mêmes pour tout le monde. Vous disiez, c'est pas la même chose avec la commission von der Leyen 2 que la commission von der Leyen 1. Bon, alors moi, je ne suis pas une spécialiste comme vous, mais quand je vois quand même le comportement de la Commission européenne et de Madame von der Leyen aux États-Unis, quand il s'est agi de négocier sur les taxes, j'ai pas eu l'impression que la Commission en sortait la tête haute. Et par ailleurs, avec les menaces qui planent, c'est si vous faites pas des concessions sur vos réglementations qui nous emmerde, excusez-moi, on va vous le faire payer par un autre moyen. Donc, ok, on a des ressources, on a un continent qui est magnifique, 27 pays qui ont envie de plus ou moins de travailler ensemble, parce qu'on n'y arrive pas forcément. Mais comment on passe à l'échelle, quoi ? Alors, ah oui, ça y est, il fonctionne. Oui, alors, entièrement d'accord avec vous sur le fait que ce sujet du passage à l'échelle, mais comme je le disais, au fond, c'est un sujet d'harmonisation de la réglementation, de constitution d'un marché unique, hein, pour l'essentiel. Donc, ce marché unique du numérique, c'est un vieux sujet. Hein, ça fait 10 ans hein, que c'est un projet. Là, je pense qu'il y a quand même une accélération parce que on voit quand même qu'il y a quelque chose d'un peu existentiel là-dedans. Moi, je suis très sensible à ce que vous dites en tant que formation économique et idéologiquement libérale, quand vous dites les produits américains, s'ils sont bons, il faut les utiliser. Bah oui, bien évidemment, s'ils sont bons, il faut les utiliser. Il n'y a aucun doute là-dessus. Mais le problème, c'est que si on se fâche beaucoup avec les États-Unis, ou si eux se fâchent pour une raison X ou Y, ils peuvent nous en couper l'accès. C'est ça qui m'inquiète, si vous voulez. Et donc, on est obligé aujourd'hui d'avoir en tête ce facteur de risque qui, il y a 10 ans, même 5 ans, nous aurait semblé absolument lunaire. Mais aujourd'hui, alors c'est pas pour demain, mais enfin, on voit bien quand même que c'est quelque chose quand même qu'il faut avoir dans notre cartographie. Donc, en tout cas, oui, il faut vraiment faire ce marché unique. Et oui, c'est lent, c'est compliqué, parce que l'Europe, c'est lent et c'est compliqué. Voilà, qu'est-ce que vous voulez ? Malheureusement, c'est comme ça. Alors, rapidement, je suis beaucoup moins sévère que vous sur la question des taxes, parce que la Commission européenne, même si ce n'est pas notre sujet du jour, mais j'en dis quand même un mot, parce que vous me cherchez sur ce sujet qui m'intéresse beaucoup et qui est très intéressant. Et je sais que votre sentiment est très partagé. Bon, on a 15% de droits de douane sur nos exportations. En fait, on est l'ensemble, enfin le pays, puisque c'est en effet une compétence européenne, qui en a eu le moins, à part le Royaume-Uni, parce que l'administration Trump a une vague idée que le Royaume-Uni, c'est un peu proche des États-Unis, mais au-delà de ça, la Suisse est à 39%, l'Inde, le Brésil, etc. sont à 25, 30, 40. Et moi, j'ai eu un électrochoc quand, en plein été, j'étais en vacances, comme vous, début août, donc c'est début août que ça a été annoncé. Et il se trouve que je suis chroniqueur dans le plus vieux journal québécois qui s'appelle La Presse, et le rédacteur en chef de La Presse me dit, au Canada, voilà, désolé de te déranger pendant tes vacances, mais enfin, on a vu ce qui s'est passé avec l'Union européenne. Il faut absolument que tu nous fasses un article pour que tu nous dises comment est-ce qu'on peut faire pour avoir un aussi bon deal. Parce que franchement, nous, ce que vous avez réussi à faire, on signe tout de suite dès demain, 15% extraordinaire. Donc, je comprends parfaitement votre raisonnement, mais quand vous le remettez dans un contexte qui est un truc de dingue, où on a des négociateurs en face de nous qui commencent par nous dire « on vous déteste, l'Union européenne a été faite pour nous avoir », c'est pas le terme que j'ai en tête, mais voilà, je suis poli. Vous achetez pas assez de... On voit pas dans les rues de Monaco assez de Chrysler, ou dans les rues de Nice, ou ce que vous voulez. Et en plus, vous aimez pas les réseaux sociaux, etc. Et, pardonnez-moi, dernier argument, et la TVA, c'est un droit de douane. Voilà, quand vous avez des négociateurs qui vous mettent tout ça sur la table, vous faites des métiers très très compliqués, mais là, les négociateurs européens, leur job, il était aussi compliqué. Oui, merci pour ce débat. J'ai une question pour Nicolas. Donc Alain Bouillet, moi je suis le délégué général du Césin. J'ai lu votre rapport et il m'a fait plaisir, même s'il y a des chiffres dedans qui font peur, hein, les 260 milliards qu'on dépense par an et qu'on envoie de l'autre côté de l'Atlantique, sans parler des aspects fiscaux, grâce aussi au détournement par l'Irlande. Bref.
Tout ça est assez édifiant. Moi, ce qui m'a un peu, comment dirais-je, ça va être un peu polémique ma question, tant pis, hein, c'est la fin de la soirée, mais les gens qui vous ont commandité cette étude, ce sont justement ceux qui ont creusé ce déficit de souveraineté. C'est-à-dire, en gros, les DSI, depuis 15 ans, 20 ans, ils achètent à tour de bras, sans que personne ne les y oblige. Contrairement à la Chine, où quand vous faites du business en Chine, vous êtes obligé de passer par Alibaba. Quand vous faites du business en Europe et en France, vous n'êtes pas obligé de passer par les GAFAM. Donc, ces gens-là ont acheté effectivement à tour de bras. Alors, comme dit Fabrice, hein, ça marche, donc il n'y a pas de raison de se priver. Puis, on n'a jamais viré personne quand on achète, en effet, des outils comme ça. Maintenant, ils vous commandent ce rapport. Mais moi, ça me fait penser au diabétique qui passe sa vie dans une pâtisserie puis qui après s'étonne que son taux de glycémie n'est pas bon. Qu'est-ce que les DSI, finalement, se sont engagés à faire? Parce qu'on a parlé de l'État, on a parlé de plein de régulations, on a parlé de plein de choses. Mais les premiers, alors je ne veux pas dire fautifs, hein, mais les premiers acteurs de cette peut-être rééquilibrage, c'est quand même eux. Donc, à quoi ils se sont engagés au-delà de cette étude? Non, mais je reprends votre analogie avec les diabétiques. Si les diabétiques, on les enferme dans un rayon de supermarché de Walmart, petit déjeuner avec les céréales ultra transformées, c'est compliqué pour eux. Si vous les mettez dans un bar à salade, ça va être plus simple. Donc je pense que la difficulté auquel font face les acheteurs, mais c'était un peu en filigrane dans notre conversation, puisque vous avez dit tous les deux, quand on a des bonnes solutions, on les achète, ce qui est le rôle d'une entreprise. C'est le rôle de la fonction de l'entreprise. Donc, je pense que la question, c'est celle du manque d'alternatives. C'est-à-dire que je ne pense pas que les gens, et en particulier les DSI, achètent des services américains parce qu'ils veulent faire du mal à l'Europe ou du bien aux États-Unis. Je pense qu'ils font un arbitrage économique, prix-qualité, et ils font ce qu'ils ont à faire. Vous savez, il y a même des États, ça nous semble bizarre aujourd'hui, mais il y a 5 ou 6 ans, ça avait été un grand débat en France, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, des États, des pouvoirs publics, qui ont acheté des solutions Huawei pour la 5G, etc. Ouais, donc pourquoi? Parce que moi, j'avais ce type de conversation avec les gouvernements. Ils nous disaient, écoutez, vous êtes le premier, Nicolas, à nous parler des finances publiques, etc. Et aujourd'hui, vous allez nous dire, on ne va pas acheter la solution qui est la meilleure et qui est la moins chère. Oui, donc je pense que le fond du problème, c'est pas les gens qui achètent, c'est le fait qu'on a un écosystème, une offre, me semble-t-il, c'est vous qui êtes les spécialistes, mais une offre qu'on n'a pas laissé suffisamment se développer. Une offre de qualité, donc passer à l'échelle, en effet, du coup, avec des prix qui soient décroissants. Et je pense que si on fait ça, les choses s'amélioreront. Mais je ne jette pas la pierre aux acheteurs. Non pas seulement parce que ce sont mes clients, comme vous l'avez dit, mais parce que je pense que ce serait excessif. Merci Nicolas. On a une autre question. Bonjour, Emmanuel d'Assosystème. J'avais une question par rapport à l'indépendance. Vous avez beaucoup parlé d'indépendance technologique. Est-ce que finalement la première indépendance qu'on devrait travailler en tant qu'Européen n'est pas juridique? Tout simple. Indépendance juridique. Vous pensez à quoi? Pourquoi est-ce que vous pensez qu'on n'est pas indépendant du point de vue? Allez au bout de votre idée. Je pense au Cloud Act, je pense à notre dépendance au dollar, je pense aux sanctions que l'on peut prendre en tant que grand industriel. Bien sûr, vous avez 1000 fois raison. On en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, hein, c'est-à-dire qu'on a un problème de puissance en Europe. C'est-à-dire que pendant très longtemps, en fait, alors je ne veux pas faire d'histoire, en plus, vous nous avez demandé d'être pratique et pas théorique, donc je ne vais pas... Mais l'Union européenne s'est construite comme un ensemble pacifiste, puisque c'est un ensemble qui s'est construit sur les décombres d'une guerre. Donc je dirais que par définition, l'Union européenne, c'est un espèce d'endroit de bisounours, parce que ça a été fait pour ça. Sauf qu'aujourd'hui, visiblement, ce qui menace l'Union européenne, c'est pas une guerre entre la France et l'Allemagne, c'est d'autres choses. Donc la menace, elle a complètement changé. Donc ça veut dire que l'Union européenne, elle doit penser aujourd'hui autrement. Donc vous avez 1000 fois raison quand vous dites qu'on subit l'extraterritorialité du droit américain, qu'on subit la suprématie du dollar, qu'on subit maintenant, depuis que le président Trump est arrivé à la Maison-Blanche, ces menaces en permanence. Vous avez tout à fait raison. Mais ça, c'est un problème
c'est un problème de puissance au fond. C'est-à-dire qu'avant de pouvoir répondre à ça, il faut qu'on se muscle du point de vue économique, du point de vue de l'innovation, du point de vue de l'énergie, parce que je pourrais vous dire aussi qu'on n'est pas non plus souverain du point de vue énergétique. En tout cas, on ne produit pas suffisamment d'électricité décarbonée, notamment pour faire fonctionner les data centers, etc. C'est un sujet que les Chinois ont parfaitement compris. Hein. La Chine, c'est le pays qui investit le plus dans l'électricité décarbonée pour faire fonctionner tout ce dont on est en train de parler aujourd'hui. Donc, vous avez raison, mais ce n'est pas quelque chose qui va se régler en un jour. Et là encore, je pense, alors vous allez me dire que c'est totalement insatisfaisant, vous auriez raison, mais je pense quand même que culturellement, le changement s'est fait. On a une dernière question. Une dernière, on va essayer, parce que j'en ai une tonne à poser en fait. Laurent Benoît, Vinci Construction, est par ailleurs réserviste cyber à l'unité nationale de la gendarmerie nationale et dans le groupe de travail de la souveraineté et de la data. Alors on a parlé de Microsoft qui, depuis le dernier président, a pris le pli et fait un peu ce qu'il veut. Je pense que les dernières coupures Azure qui datent d'il y a 15 jours devraient nous alerter un peu plus que simplement de se dire que ça ne nous arrivera pas. Comment dirais-je, les juges de la CPI doivent aussi bien rigoler des GAFAM. Et il n'y a pas que les GAFAM, hein, il y a toutes les offres et toutes les solutions numériques qu'on consomme. Je sors d'un appel d'offres sur de la PKI Cloud. Il y a des offres. Ma question est comment on s'assure que tous les patrons, et je ne parle pas des DSI, hein, je parle bien des patrons du CAC 40, et cette notion de souveraineté numérique ailleurs que dans un angle mort. Il faut poser la question aux dirigeants. Alors, tout le monde se tourne vers moi, pensant que j'ai peut-être... Il y a une place libre à Matignon, c'est le moment de faire quelque chose. Extrêmement sympathique. Je ne sais pas si c'est vrai, j'en suis pas sûr. Je pense qu'il n'y a pas de moyen de les obliger. Voilà. Après, honnêtement, moi, c'est vous qui voyez ça de plus près que moi. Les patrons du CAC 40 que je vois, ils sont quand même conscients de ces enjeux. Et surtout, alors, les patrons du CAC 40, ils sont assez sensibles aux pressions de l'État. Voilà, aux pressions du président de la Commission européenne qui leur demande sans doute d'aller dans ce sens. Mais bon, honnêtement, il n'y a pas de moyen de les y contraindre. Le seul moyen, c'est exactement comme vous venez de le faire avec l'exemple de Microsoft qui je trouve est très parlant, c'est d'en parler. Parce que je pense qu'au fond, de toute façon, moi, j'ai jamais une vision où le problème vient de telle ou telle personne. Je pense que c'est global. Et je pense que c'est des problèmes d'acclimatation, de débat public, d'acclimatation par la presse, comme vous le faites très bien. Et donc, je pense que la solution, c'est en parler tout le temps, pour que ça fasse partie ce soit un bruit ambiant. Vous voyez que exactement ce que vous venez de faire, en fait, l'exemple que vous venez de prendre, il faut le reprendre 1 millier de fois. Et là, peut-être, vous allez avoir une prise de conscience. Donc, c'est pour ça que ce type de forum, c'est très important. Le fait que vous exprimiez, ce qui est trop rarement le cas des entreprises qui s'expriment pas souvent, qui n'est pas assez dans notre pays, mais je trouve que c'est extrêmement positif que vous fassiez part de vos problématiques. Voilà, il faut le faire le plus possible. Odile, peut-être un dernier mot. Je vais reprendre celui-là. Merci. Alors, peut-être pour ajouter, en fait, nous, dans notre rôle de RSSI ou de directeur cybersécurité, finalement, on voit beaucoup de choses. Et c'est vrai que pour certains, on a la chance d'avoir accès à des formations d'intelligence économique qui permettent aussi de monter l'information au CEO, finalement. Hein, donc, après, c'est CEO, COMEX, DG, enfin voilà. Les problématiques finalement de souveraineté numérique. Et ça, je pense que les RSSI, s'ils avaient accès, alors pareil, si j'avais une baguette magique, je donnerais une formation là-dessus aux RSSI en plus de leur formation technique, pour qu'ils ne restent pas juste des RSSI techniques, mais comme on est à la croisée des chemins finalement sur beaucoup de choses, parce que la cybersécurité dans les entreprises, c'est extrêmement transverse, ça nous permettrait aussi de remettre finalement prendre de la hauteur et remettre les choses en perspective. Et sur le choix des solutions, ça permettrait aussi d'apporter des éclairages un peu différents.
Je pense que peut-être sur le point que vous évoquiez, c'est aussi quelque part un des éléments de réponse, c'est-à-dire que l'évolution du directeur cyber, RSSI, CISO, comme vous voulez, qui devient de plus en plus un acteur de la stratégie de l'entreprise et donc de plus en plus un conseiller direct du CEO, et on le voit évoluer dans les entreprises, ça va aller aussi dans le sens de beaucoup plus sensibiliser, alerter le dirigeant qui va intégrer cette dimension comme étant stratégique et non plus simplement une dimension purement technique ou technologique ou purement ops comme ça a été le cas aujourd'hui. Et ça contribue évidemment à ramener ce sujet sur la table du board qui de plus en plus l'intègre. Et puis je pense que malheureusement aussi, les enjeux de cyberattaque et donc ensuite comment on se protège, qu'est-ce qu'on a mis en place, ça favorise aussi l'arrivée de l'ensemble du sujet, de la globalité du sujet auprès du dirigeant. Fabrice, tu voulais rajouter je vais juste dire un mot parce que je crois qu'on a attendu sur un autre... mais juste un mot, je vais remettre une pièce dans la machine, mais je pense que l'indice de résilience numérique n'est pas à destination des DSI. Enfin, dans ce que j'en ai moi compris. Pardon ? Je me suis trompé ? Non. Et donc du coup, c'est un indice qui est fait pour les dirigeants de l'entreprise. Donc au plus on le met en place dans notre entreprise, au plus on accompagne sa généralisation, je pense qu'au plus on arrivera à sensibiliser nos présidents. Merci beaucoup à tous les trois. Merci à vous tous et puis on se retrouve un petit peu plus tard pour la suite.